J'ai toujours été fasciné par la guerre, par la mort, d'une façon un peu naïve et parfois un peu puérile. Je voulais absolument, adolescent, devenir reporter de guerre, c'était une fixation. Et puis j'ai concrétisé cette fixation en partant en 1988 à 19 ans en Afghanistan. C'était la guerre à l'époque qui permettait à des journalistes débutants de se lancer, de rejoindre le maquis. Donc je suis parti en Afghanistan à 19 ans, j'ai rejoint le maquis, un groupe de résistants afghans, et j'ai vécu avec eux plusieurs mois. Et voilà, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, et suite à ça, je suis devenu grand reporter, journaliste d'investigation. J'ai fait quelques conflits parce que j'avais toujours cette fascination pour les conflits. Donc je suis allé beaucoup en Afghanistan, Cachemire, en Somalie, en Bosnie, sur ce type de zone. Et puis voilà, disons que pendant une quinzaine d'années, j'ai eu vraiment cette vocation d'explorer les frontières. Les zones où les autres gens ne vont pas, ou les endroits qui vous sortent de votre ordinaire. C'est pas que j'avais forcément envie de fuir mon ordinaire, c'est que j'avais envie de comprendre jusqu'où on est capable d'aller. J'avais envie de comprendre la nature humaine. Et puis dans une mission que je dirigeais en Afghanistan en 2001, le 12 avril, on a eu un accident de voiture, enfin une des deux voitures de notre convoi a eu un accident et les occupants sont tous morts. Et parmi ces occupants, il y avait deux Français, dont un de mes frères, Thomas. Et voilà, et en l'espace de quelques secondes, la vie normale, même un peu trépidante, est devenue différente. J'ai eu devant moi le corps de mon frère chaud, qui était en train de refroidir, qui était mort, instantanément mort. Et ça a rendu mon questionnement non plus intellectuel et abstrait, mais profondément tangible et réel. Voilà, j'ai un corps vivant devant moi, qui est plus vivant, qui est en train de refroidir, qui saigne, que je vais mettre dans un cercueil, que je vais ramener à mes parents. Je veux comprendre, je veux savoir. Et j'ai comme une évidence à ce moment-là, c'est de m'adresser à eux pour leur dire ce qui se passe, parce que je ressens qu'il y a de la confusion, je ressens que c'est totalement spontané, totalement inattendu. Donc je ressens le besoin de m'adresser à eux, et je redresse la tête et je dis à Thomas et à Vadim, vous êtes morts, vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, vous êtes morts. Sans savoir si c'est une croyance, sans savoir si c'est un réflexe. Et en fait, toute ma démarche par la suite, ça a été d'essayer de savoir si j'avais parlé dans le vide ou pas. Parce que la réponse à cette question est devenue quelque chose de totalement essentiel. Donc je ne sais pas où aller. Et il va me falloir en fait plusieurs années de parcours de vie assez vaste pour prendre la décision fondamentale de changer de thème de recherche et de me dire qu'il était possible, en gardant les pieds sur terre, scientifiquement parlant, d'aller explorer ces questions-là. C'était loin d'être une évidence, et ça l'est devenu par des accidents de la vie qui m'ont fait rencontrer des scientifiques. Ça avait commencé par un psychiatre à Harvard, aux États-Unis, qui s'intéressait à des questions que je n'imaginais pas être possibles. Je me dis, tiens, si lui s'intéresse à ça, il est quand même directeur du département psychiatrie de l'université de Harvard, c'est qu'il doit y avoir un peu un fondement. Enfin, je serais un petit peu présomptueux de me dire que ce type-là est complètement fou. Et puis dans la foulée, j'ai découvert des gens comme Stanislav Grof et beaucoup d'autres qui étaient des gens dans le monde de la médecine, psychiatres ou psychologues, ou dans le monde de la recherche pure, astrophysiciens, physiciens, biologistes, qui tout d'un coup se posaient des questions que j'imaginais être des questions tout à fait farfelues. Donc dans mon écriture et dans l'enquête sur ce livre, je suis arrivé à un moment à une sorte de finitude de l'outil scientifique, et j'ai voulu aller plus loin. Et le plus loin, ça a été de moi me confronter à ça. Est-ce que moi, je suis capable d'entrer en contact avec mon frère? Donc très naïvement, j'avais entendu dire que les chamans amazoniens, avec des procédés particuliers, pouvaient entrer en contact avec le monde des morts. Donc très naïvement, j'y vais, et puis je participe à des cérémonies, et là, je vis l'enfer, parce que effectivement, c'est l'absorption de substances hallucinogènes, l'ayahuasca en l'occurrence, qui est loin d'être anodin, qui est quelque chose d'assez dangereux, et qui m'a fait entrer au plus profond de moi-même, dans la noirceur de mon univers intérieur, pour le nettoyer, parce qu'il faut déjà se nettoyer avant de pouvoir commencer à utiliser son corps et sa psyché comme un outil d'exploration. Ça m'a ouvert sur la nécessité d'avoir un vrai travail intérieur. Enfin là, je rejoins d'ailleurs la façon sur laquelle j'ai clôturé ce livre, où je me suis tourné vers le bouddhisme et vers notamment le livre des morts tibétain, qui est un ouvrage absolument fascinant sur le décryptage et l'exploration du monde de l'après-vie.
Mais pourquoi les Tibétains ont réussi à écrire un livre aussi clair et aussi magistral? C'est parce qu'ils ont développé des techniques d'exploration de cette expérience intérieure, justement. C'est des psychonautes, des explorateurs de la psyché. Mais pour ce faire, il faut déjà arriver à avoir calmé tout ce qui peut venir interférer dans votre exploration, dans votre rapport subjectif à la réalité. Vos peurs, vos fantasmes, vos attentes, voilà, tout ce qui parasite. Et ça, voilà, c'est l'endroit où je suis aujourd'hui, une envie de nettoyer au maximum la personne que je suis pour arriver à avoir peut-être ce contact personnel et subjectif le plus pur avec cette réalité invisible qui nous entoure.